Bonjour, bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées dirigées d'un livre que j'ai dirigé il y a déjà presque 10 ans, qui s'appelait Droit, gouvernance et développement durable, et qui était en fait le premier ouvrage collectif d'une dynamique internationale sur la question du droit, de la gouvernance et du développement durable, que j'ai coordonné à partir des facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. Dans cette dynamique, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment repenser notre vivre ensemble contemporain sous deux points de vue particuliers, celui d'une part de la responsabilité, un vivre ensemble responsable et dans le partage, et d'autre part en prenant en compte la nécessité de plus en plus importante du dialogue interculturel. Donc dans ce premier ouvrage, il y a toute une série de contributions d'auteurs des Amériques, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, du Mexique, Brésil, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Inde, de Chine, sur différentes manières d'aborder dans ces différents contextes les questions de gouvernance et de développement durable, en fait, manière de vivre ensemble. Donc j'aimerais partager avec vous quelques pensées de conclusion que j'avais intitulé « Refonder notre vivre ensemble à l'aube du 3e millénaire ». Nous voilà arrivés au terme d'un passionnant voyage qui, de détour en détour, nous a révélé diverses facettes d'enjeux contemporains majeurs. Comment vivre harmonieusement avec nous-mêmes, les autres et notre environnement à l'aube d'un nouveau millénaire? Comment vivre ensemble dans nos différences? Comment nous inscrire dans le monde en le respectant et en veillant à sa préservation? Comment partager à partir de nos diverses visions du monde le mystère de la vie et comment y assumer nos responsabilités? Ces questions étaient sous-jacentes à toutes nos réflexions, même si elles ont pris la forme d'analyses à l'aspect plus technique sur le droit, la gouvernance et le développement durable. Il est temps de faire maintenant un premier bilan de nos expériences pour pouvoir repartir ensuite sur de nouvelles explorations. Dans un ouvrage sur la dynamique sociale de la mondialisation, Guy Rocher notait que les rapports de force et les rapports de pouvoir qui seront ceux du système monde ne manqueront pas de déborder dans le champ juridique. Le droit sera un enjeu en même temps qu'une arme dans les luttes économiques et politiques qui s'annoncent plus dures que jamais. La mondialisation pose et posera de plus en plus de défis de normativité, engendrés à la fois par l'utilisation du droit et par l'existence de vides juridiques, qui devront faire l'objet d'analyses sociologiques approfondies. Ce sont des enjeux politiques et juridiques qu'il ne faudrait pas abandonner aux seuls soins des juristes. Ces enjeux ont des implications sociales de grande importance dans la vie quotidienne de millions de personnes et pour la survie de nombreux groupes humains sur tous les continents. La vision du droit comme enjeu et comme arme, dont le monopole n'appartient pas aux juristes, fait écho à certaines approches anthropologiques du droit. La mise en forme de notre vivre ensemble est sous-tendue par des enjeux de pouvoir et des processus de légitimation. Ceci se révèle de plus en plus nettement dans le monde contemporain, où le droit étatique se trouve de plus en plus concurrencé ou complété par d'autres formes de régulation, et où la notion de gouvernement s'efface progressivement derrière celle de gouvernance, qu'elle est explicitement dynamique juridique, économique, sociale, voire culturelle, à travers son caractère processuel et son accent mis sur la participation. À l'appel de ne pas laisser les enjeux émergents aux seuls juristes répond aussi le credo d'Étienne Leroy, qu'il ne manque pas de rappeler dans sa contribution au présent ouvrage. Le droit n'est pas tant ce que disent les textes, mais ce qu'en font les acteurs ou les citoyens. À quoi l'on pourrait adjoindre la consigne principale qu'il donne dans la lignée de cette constatation à tout chercheur juriste dans l'introduction à son manuel d'anthropologie du droit, le jeu des lois, et qui est de se demander à qui ça sert, à quoi ça sert. Question auxquelles nous pourrions rajouter un comment ça sert. Si l'interdisciplinarité s'avère incontournable pour saisir les enjeux juridiques contemporains, la nécessité du dialogue interculturel s'affirme également de plus en plus. Les formes modernes du politique, du juridique et de l'économique sont devenues une réalité indéniable dans le monde entier. Mais elles n'ont pas éradiqué d'autres manières de concevoir et de vivre le monde et sa mise en forme.
Loin d'être une faillite, cet état de fait pourrait d'ailleurs se révéler un atout dans les réflexions actuelles sur la question de savoir si un autre monde est possible. Les transferts institutionnels modernes ont connu un succès plus ou moins grand dans les ex-colonies européennes. Comme le montrent de nombreuses contributions à cet ouvrage, la transition paradigmatique en cours pourrait permettre de contribuer à sortir de l'occidentalocentrisme qui demeure la règle et de s'orienter vers une globalisation plus pluraliste, fondée sur une éthique du partage et de la complémentarité des différences, plutôt que sur l'imposition d'un modèle perçu à partir des centres du pouvoir comme devant ou ayant déjà accédé de manière naturelle à l'universel. La prise de conscience contemporaine sous-jacente à toute notre réflexion collective semble être la découverte concomitante du pluralisme et de la relationnalité de toute chose. Cette découverte est liée à la reconnaissance du fait que l'on ne saurait cloisonner notre vivre ensemble en départements étanches, mais qu'il faut réintroduire un certain holisme dans nos analyses et dans nos représentations. Cependant, cet holisme ne saurait surdéterminer les dynamiques particulières. Les analyses en termes de structure et de surdétermination ne sauraient plus nous satisfaire aujourd'hui. Les analyses plus processuelles et dynamiques des phénomènes sociaux s'avèrent indispensables. C'est à partir des situations et des acteurs dans leur contexte et dans leur interaction autour d'enjeux identifiés qu'il s'agit de reconnaître les règles du jeu social et les modalités de leur légitimité dans des contextes et par rapport à des problématiques données, plutôt que de les aborder par le haut en partant du système juridique ou d'une définition du droit posée a priori. Cette démarche appelle comme corollaire un complément éthique. On ne saurait traiter l'autre, que ce soit l'autre culturel, la nature ou les générations futures, uniquement comme simple objet de régulation. À défaut de pleinement concevoir la nature ou les générations futures comme sujet à part entière, il n'en reste pas moins que nous devons inventer de nouvelles relations de respect et de partage. Il faut s'émanciper de l'approche du « one best way », a fortiori si celle-ci se présente sous la forme des lois naturelles du marché. Le défi consiste peut-être à repenser le partage de nos vies et les modalités de la participation de tous au tout, du singulier à et dans l'universel. J'ai repris après un peu les pièges à éviter et les enjeux qui se sont révélés dans la dynamique, puis j'ai regardé plus précisément les questions de la globalisation, de l'état entre gouvernement et gouvernance, le développement durable, puis la question de la participation responsable de la société civile, pour enfin donner une ouverture, ouvrir donc quelques horizons pour une triple refondation de notre vivre ensemble à l'aube du 3e millénaire. Dans un ouvrage récent sur les sources de l'imaginaire juridique, François Host souligne l'importance des significations imaginaires instituantes dans notre compréhension du droit, faisant écho aux travaux d'anthropologie du droit. Quels sont les imaginaires qui émergent aujourd'hui dans le creuset du dialogue interculturel et qui pourraient orienter les refondations de nos droits à l'ère de la globalisation? La référence à l'aube du 3e millénaire se veut ici moins chronologique que qualitative. Elle pointe vers le kairos particulier, ce moment qualitatif de l'histoire humaine où nous nous trouvons aujourd'hui et où émerge de plus en plus l'horizon du pluralisme, entre la prise de conscience de notre destin commun, lié à celui de notre planète, et celle de l'entrecroisement croissant de nos visions du monde. Peut-être le moment est-il mûr pour refonder notre vivre ensemble, pour renouveler un contrat social, voire naturel, pour reposer les bases du partage de nos vies avec nous-mêmes, les autres et notre environnement. Si notre monde, de plus en plus pluraliste, nécessite de s'engager dans de véritables dialogues interculturels quant à nos projets de société, l'exigence de la projection dans le futur sur les bases du passé oblige aussi, dans la situation contemporaine, à intégrer notre nouvelle responsabilité envers notre planète et les générations futures, comme nous y invitait déjà Hans Jonas. L'intuition cosmo-théandrique de Raymond Panicard, fruit de sa démarche interculturelle, pourrait servir d'inspiration pour proposer une refondation de notre vivre ensemble. Elle postule que la réalité est basée sur 3 fondements: l'être humain, le monde dans lequel il vit, et la dimension de liberté fondamentale, le mystère sous-jacent à la vie, qui ne saurait être contenu ou épuisé par les autres fondements. Diverses cultures valorisent différemment l'un ou l'autre de ces aspects,
et se révèle plus ou moins anthropocentré, cosmocentré ou théocentré. Aujourd'hui, la globalisation et les échanges croissants entre cosmovisions participent à la naissance de nouvelles visions du monde, qui feraient une place plus équilibrée à ces trois dimensions, chaque culture les pondérant néanmoins à sa propre manière. En suivant cette intuition, on pourrait décliner les défis contemporains comme une relecture nouvelle de notre participation à la vie à trois niveaux, impliquant une triple refondation de notre être au monde. Refondation de notre lien entre humains. C'est la question du renouvellement des modalités de participation dans la vie sociale. Refondation de notre lien avec l'environnement. C'est le défi d'une nouvelle relation à notre monde, à notre écosystème. Refondation de notre rapport au temps et au mystère. Ce sont les enjeux de la participation dans le rythme de la vie. La première refondation peut s'articuler autour de l'idée d'un nouveau contrat social, en entendant ce dernier plutôt comme symbole que comme concept. Il s'agit d'écouter ceux qui sont aux marges, de procéder à une hétérotopie, au sens de Boaventura de Sousa Santos. Ceci implique de s'émanciper des construits modernes comme horizon ultime de la pensée et de l'organisation du vivre ensemble, et de prendre en compte d'autres visions du monde, logiques et pratiques. La deuxième refondation s'inspire du contrat naturel, proposé par Michel Serres. Elle vise à ouvrir le contrat social centré sur l'homme à des approches plus cosmocentrées, par une prise en compte de la nature, sans pour autant perdre de vue que de nombreuses cultures n'ont jamais séparé, comme l'ont fait les sociétés occidentales, le monde des hommes, de son environnement visible et invisible, mais sans pour autant idéaliser les traditions écologiques et fermer les yeux sur les nouveaux enjeux. La troisième refondation est centrée sur la découverte d'une nouvelle temporalité, d'un nouveau rapport au temps et au mystère. Le temps n'est pas uniquement vecteur unilinéaire d'une histoire en marche vers le progrès. Il ne s'agit pas non plus uniquement de réfléchir à l'articulation de temporalité et d'histoires différentes pour faire justice au pluralisme de notre condition humaine qui éclate de plus en plus au grand jour. La question de notre rapport fondamental à la vie et à son mystère, de notre articulation du passé, du présent et du futur dans la grande danse cosmique se pose également. Le but de ces présentations bien trop brèves n'est que d'ouvrir un horizon possible, ou inscrire nos futures réflexions, et d'inviter les chercheurs à continuer à creuser les aspects interculturels de notre problématique, aspects généralement si négligés. J'espère que ces quelques pensées nous inciteront à aller chercher un peu plus loin sur comment vivre ensemble de nos jours, de manière responsable. Responsable, il y a aussi l'idée de répondre. Donc la responsabilité implique aussi un dialogue, une écoute. Comment se répondre à soi-même? Comment s'écouter soi-même? Comment écouter les autres et répondre aux autres? Comment écouter l'environnement et lui répondre? Voire au-delà. Donc cette dynamique a eu déjà quelques autres petits-enfants. Donc ça, c'était le premier ouvrage, Droit, gouvernance et développement durable. D'autres en ont suivi. Il y avait Land, Law and Natural Resources Management, Afro-Indian Dialogues, qui a plus regardé les questions du foncier, dans un dialogue afro-indien. Puis il y a eu un autre ouvrage, Traduire nos responsabilités planétaires, recomposer nos paysages juridiques. C'est peut-être le plus gros ouvrage que j'ai jamais dirigé, 750 pages, sur des chercheurs venant du monde entier qui continuent à se poser la question, une fois qu'on les a saisis, comment traduire nos responsabilités planétaires. Et puis un ouvrage récent de 2012, Le courage des alternatives, qui explore un peu plus le versant du courage qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour porter les alternatives émergentes. Les reconnaître, s'y ouvrir, et puis les porter. J'espère que ces quelques pensées vous ont inspiré en ce samedi 8 mars 2014. Merci.